Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AutoZone? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur cette note d'analyse. Je rappelle ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. AutoZone mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Notez-le bien. On continue. Alors, AutoZone est un leader de la vente au détail et de la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles aux États-Unis. AutoZone a connu un solide début d'exercice 2024 qui se termine le dernier samedi du mois de août, donc c'est très important ici. Donc quand on dit ici son année 2024 a commencé depuis à peu près la période du mois d'août, la période du mois d'août ici de l'année précédente. Ok, donc fin du mois d'août de l'année précédente. Donc les ventes nettes ont augmenté de 5,1% par rapport à la période comparable de l'année précédente pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Donc cette hausse est principalement due à la croissance de ces ventes au détail et commerciales sur le marché mondial. Quand on parle de commercial ici, c'est le business du B2B. Ok, vente au détail ici, c'est vente en B2C, donc uniquement avec des particuliers. On peut le dire comme ça. Ok, donc au cours de ce trimestre-là, donc les services liés aux pannes et à l'entretien ont représenté environ 86% du chiffre d'affaires total, ce qui est conforme au trimestre de l'année précédente. Et j'ai bien mentionné ici lié aux pannes et à l'entretien. Et une fois que vous avez cette information-là, qu'est-ce qui pousse les gens, bon ici vu qu'on parle de voitures, d'accord, à partir de quel âge à peu près on commence à avoir des pannes récurrentes? C'est très important. À partir de quel nombre, de quel volume, enfin quand on dit volume, en termes de nombre ici, disons volume, en termes de kilométrage, on va le dire comme ça, même si je ne pense pas que le terme soit adéquat ici. En termes de kilométrage ici, quel est le kilométrage moyen à partir duquel on commence à avoir, entre parenthèses, des pannes récurrentes? Quand je dis pannes récurrentes ici, ça ne veut pas dire qu'il y a des pannes tous les jours, mais disons une fois par an ou bien 2 fois par an. C'est ça qui est important, l'âge et le nombre de kilomètres parcourus. C'est un élément déterminant quand vous parlez d'AutoZone. C'est un business très facile à comprendre parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher 4 milliards de data ici. Donc, on continue. Les marges brutes ont augmenté de 5,1 à 52,8%. Pourquoi? Grâce à la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et à l'augmentation des marges sur les marchandises. Donc, on va se dire ici des prix. OK? En outre, la marge d'exploitation de 32,6% représente une augmentation de 70 points de base, donc à peu près ici 0,7% par rapport à la même période de l'année précédente grâce à des niveaux de marge brute plus élevés et partiellement compensés par des marges salariales plus élevées. Donc, ça veut dire que les salaires ont augmenté et les investissements ici dans des initiatives liées à la technologie. Donc, malgré la hausse des investissements ici, malgré la hausse des salaires, elle a pu avoir des marges d'exploitation plus élevées que la période précédente. Et c'est un bon point. L'âge moyen des véhicules en circulation reste un indicateur favorable pour les perspectives à court terme et à long terme de cette entreprise. Les deux statistiques qui, selon les estimations, ont la corrélation la plus étroite avec la croissance du marché à long terme sont les kilomètres parcourus et le nombre de véhicules âgés de 7 ans ou plus sur les routes. Et comme je l'ai mentionné tantôt, quand vous voulez investir à long terme, il vous faut à peu près ici un élément sous-jacent qui pourrait vous permettre d'espérer une croissance assez soutenue sur les années à venir. Quand je parle de croissance assez soutenue, on commence au moins par le maintien des marges et des bénéfices, le maintien des marges et des revenus qu'on a présentement ou bien qu'on a pu avoir les périodes précédentes. OK? Et comme je l'ai mentionné ici, et ne me croyez jamais sur parole, allez toujours faire vos propres recherches ici parce qu'en période difficile, ça va vous servir. D'accord? Donc, le nombre de kilométrages augmente. D'accord? Le nombre de véhicules, même pas l'âge, le nombre de véhicules âgés de 7 ans ou plus augmente. Donc, c'est une base de clients ici potentielle. OK? Au 15 mars 2023, l'âge moyen du parc américain de véhicules légers, et la précision vaut la peine, véhicules légers, OK, était de 12,5 ans. C'est une statistique qui est favorable à l'industrie. On vous dit ici que 7 ans et plus un kilométrage élevé, c'est parfait, alors que l'âge moyen est de 12,5 années. Et cet âge moyen-là augmente de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que les Américains gardent de plus en plus leurs véhicules longtemps. C'est bien,
Mais également, c'est un élément, c'est un point qui est très favorable au business d'AutoZone. On va le voir avec les chiffres. Selon les dernières données fournies par l'AutoCare Association, l'âge moyen a dépassé 11 ans depuis 2012. Et allez rechercher ici l'AutoCare Association. Ce que moi j'aime bien en Amérique du Nord, c'est que tout est regroupé ici en association. Vous avez l'association pour tout, même l'association des vendeurs de médicaments. Et ce qui est important avec ça, c'est que vous avez des datas. OK? Vous avez des datas. Et moi, j'aime bien ça. Au cours de la période de 9 mois se terminant en septembre 2023, les kilomètres parcourus aux États-Unis, et c'est toujours selon les statistiques, donc les kilomètres parcourus aux États-Unis ont augmenté de 0,9% par rapport à la même période en 2022. Cette tendance à la hausse du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules plus anciens devrait se poursuivre dans les années à venir, à la fois pour des raisons économiques et parce que les consommateurs craignent de passer au tout électrique, une tendance vers laquelle s'orientent la plupart des constructeurs automobiles. Donc parfois, il faut regarder l'avènement ici de la voiture électrique du point de vue du consommateur également. D'accord? Donc ici, ça ne veut pas dire qu'avec la voiture électrique, il n'y aura plus de panne ni quoi que ce soit. On n'aura plus de panne dont on ne va plus réparer nos voitures ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Ça n'a même rien à voir. D'accord? Donc on va se dire ici que qu'importe le type de voiture, on va avoir tendance ici à réparer ces voitures-là. Maintenant, le business model qui pourrait à peu près, si tout le monde s'en va vers une intégration verticale un peu à la Tesla ici, peut-être qu'on pourra avoir des soucis à ce niveau-là. Quoique même à la fin de la journée, je pense que Tesla reste même également un assembleur, si je ne me trompe pas. Donc, dans tous les cas de figure, on a des éléments positifs ici qui nous permettent de penser que la croissance de ce business-ci pourrait continuer à long terme. Maintenant, au niveau des chiffres, ça donne quoi? AutoZone, premier élément ici que je regarde, c'est stabilité ou croissance des revenus. Parfait. On a une croissance des revenus maintenant. Il faut aller vérifier la croissance ici est due à quoi? Acquisition ou de manière organique. Ici, vous allez vérifier, c'est plus de manière organique. Donc, si c'est un détaillant, ça veut dire qu'on a un nombre de magasins ici. Et si on a des informations ici, par exemple, si on a du same store sale ou ce genre de choses-là, les ventes comparables des magasins ici ouverts sur la même période, c'est intéressant à aller regarder. OK? Ça, c'est un exemple. Ensuite, on regarde la croissance moyenne ici et ce n'est plus, c'est juste à titre d'information parce que j'aurais tendance à ne pas extrapoler la croissance passée, mais plutôt prendre en considération la croissance passée et essayer de voir le volume de croissance des années à venir ici. Est-ce qu'il est plus élevé ou moins élevé? Et me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence. D'accord? Ici, l'âge moyen des véhicules légers augmente. Le nombre de kilométrages augmente. Donc, on peut se dire ici qu'il y a de grandes chances, et ça, c'est depuis 2012, on peut se dire ici qu'il y a de grandes chances qu'on ait à peu près le même niveau de revenus pour les années à venir. Et qui dit revenu moyen en croissance de 6,68% sur les 10 dernières années, ça ne veut pas dire bénéfice en croissance de 6,68%. Comme je vais le montrer ici, ce n'est pas parce que vous avez des bénéfices des revenus, une croissance des revenus de 6% que vous aurez forcément une croissance des bénéfices de 6%. En l'occurrence, sur cette compagnie-ci, je pense qu'on a quelque chose d'assez différent. Et on va le montrer ici assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer ici la croissance des revenus. Après, moi, je peux regarder ici le cash flow opérationnel, pourquoi pas. OK. En termes de cash flow opérationnel, ce n'est pas le revenu, hein, d'accord? Mais c'est à partir du cash flow opérationnel, quand on enlève la dépréciation et amortissement, on trouve ici les bénéfices. Excusez-moi, on trouve ici les free cash flow. Or, sur les 10 dernières années, le cash flow opérationnel a une croissance de 7,59%, alors que les revenus sont en croissance de 6,68%. On a un point, même pas un point, 1% en supplément ici. Et ce n'est pas anodin, ça peut changer énormément, surtout quand on a une entreprise ici qui pèse à peu près 17 milliards. OK? Quand on prend également les bénéfices nets, si on a cette information-là ici, où est-ce que ça se trouve? Net income, bon, on va prendre le net income ici. Sur les 10 dernières années, on a une croissance moyenne de 9,54%. Donc peut-être 3% en supplément par rapport à la croissance des revenus. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder ici, comparer la croissance des revenus et la croissance des bénéfices, free cash flow. Parce que vous pouvez avoir une croissance des revenus sans croissance des bénéfices. Et ça ne sert strictement à rien. Franchement, vaut mieux savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette croissance-là derrière. OK? Moi, j'aime bien la croissance des bénéfices nets. Et s'il vous plaît, ne prenez pas la croissance des bénéfices nets par action parce que ça peut être manipulé. OK?
Pour revenir ici, en même temps, ça me permet de vous dire ici que si vous êtes sur cette vidéo jusqu'à l'heure, enfin, jusqu'à 9 minutes 58 ou bien à l'heure actuelle, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo ici, vous avez le lien vers les notes d'analyse gratuites, parce que celle-ci, c'est une note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, si AutoZone m'intéresse, je la mettrai ici et je ferai le suivi. Ce qui veut dire que vous aurez toujours un second avis ici si vous détenez l'entreprise ou bien si vous pensez, si vous voulez la détenir dans le futur ici. Et encore, si vous avez des questions spécifiques au business, vu qu'on sera deux à avoir lu les rapports financiers, on pourra parler de quelle autre chose que de chiffres liés aux bénéfices nets, etc. OK, on peut parler de la taille du marché, ce genre de choses-là. En supplément de ça, toujours dans ce service-ci, vous aurez 2 formations thématiques. Donc, celle concernant les raids qui vient avec une masterclass et comment analyser les rapports financiers en 5 étapes ici pour que vous sachiez à peu près par où je dois commencer. OK? Donc, attention, je ne dis pas que les formations sont incluses là. À ce niveau-ci, c'est uniquement les notes d'analyse qui sont gratos. OK? Uniquement les notes d'analyse. Donc, au-delà du 29 du mois de février, ou bien pour ceux qui vont choisir, enfin, ceux qui vont vouloir passer au-delà de la version gratuite ici, vous pourrez avoir accès aux notes d'analyse précédentes parce que celle qu'on a eu mentionné les années précédentes ici, ainsi que le suivi qui vient, le suivi ici des entités qu'on a mentionnées, plus les formations. OK? Donc, on retourne ici sur l'évaluation. Maintenant, je compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici, et je rappelle que c'est un détaillant, et c'est très important de le mentionner. La plupart des détaillants, vous allez voir des variations ici par rapport au BFR, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir parfois des free cash flow moins élevés que les net income à certaines périodes. Sur cette entreprise-ci, si vous comparez les deux, vous allez même vous rendre compte que les free cash flow sont parfois plus élevés que les net income. Donc, elle gère très bien son inventaire. Et ça, c'est un avantage quand on vend en détail. Donc, il n'y a pas d'excuse quand un magasin de vente au détail n'a pas de free cash flow équivalent au net income. Il faut faire très attention. Parce que ça veut dire qu'on vend à crédit ou bien l'inventaire est mal géré. Faites attention. Donc ici, net income et free cash flow vont dans le même sens. Je ne vais pas comparer EBITDA ici, marge, etc. Les marges d'EBITDA augmentent ici. Les marges brutes également augmentent. Donc on aime bien ça. Maintenant, le nombre d'actions augmente-t-il ou diminue? Et j'adore ça. Le nombre d'actions diminue. En 1998, elle avait à peu près 150 millions d'actions. Aujourd'hui, elle a à peu près 19 millions d'actions. Et elle continue à racheter massivement ses actions. C'est en même temps une bonne chose parce que vu l'activité qu'elle mène, c'est un business qui va avoir tendance à changer entre 15 et 17 fois les bénéfices. Donc, vaut mieux racheter ses actions à ces niveaux-là, surtout quand on a pas une énorme dette. En parlant de la dette nette sur EBITDA, donne quel ratio ici? On a à peu près un ratio à 2,5. Et prenons la dette nette ici en termes de volume, ça donne combien? On a à peu près quelque chose aux alentours de 11,59 11 milliards 590 millions. Par rapport à l'utilisation des actifs ici, on va regarder ça. AutoZone, c'est AZO. Voilà, on regarde ça. Vous voyez ici qu'on a un rendement sur les actifs tangibles nets ici. Enfin, on a un ROTCE qui est généralement au-delà de 15%. À 20% déjà de manière soutenue, c'est très, très intéressant. Mais quand on va au-delà et quand on augmente en supplément, bon, ici, ça n'augmente pas, mais bon, on reste toujours aux alentours d'une cinquantaine de pourcents ici, mais c'est très, très encourageant. Ce qui veut dire que ce business est un avantage concurrentiel. Maintenant, quel type d'avantage concurrentiel nous avons? Est-ce que ce sont des économies d'échelle? C'est-à-dire que plus on est gros ici, plus on peut à peu près plus on peut avoir une pression supplémentaire au niveau des fournisseurs, histoire ici d'avoir du produit à moindre coût. Est-ce que ce sont les économies d'échelle? Est-ce que c'est le pouvoir de la marque ici? Moi, je pense plutôt que c'est une question d'économie d'échelle. Je ne pense pas que ce soit le coût de communication ou bien ici les coûts de production. D'accord? Donc, à voir encore une fois. Donc, allez-y, regardez à peu près par rapport à votre compréhension ici. Moi, je pense qu'ici, on parle plus d'économie d'échelle. OK? Pas d'effet de réseau, je pense économie d'échelle. Donc, ici, au niveau de l'évaluation, ça donne combien? Vu que les free cash flow et les net income vont dans le même sens, c'est un business que le marché a tendance à payer à combien de fois les bénéfices? On fait ça. Voilà. Alors, ici, je mets ma médiane.
on a à peu près une information à combien le marché paye. Je vous ai dit la dernière fois, on sera à 17-20 fois, entre 15 et 17 fois les bénéfices. Donc, sur les 20 dernières années, c'est 16 fois les bénéfices. 10 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. 5 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. 3 dernières années, c'est 19 fois les bénéfices. OK? Vous voyez tout ceci en termes de rendement. Quand je mets entre 15 et 17 fois les bénéfices, ça veut dire ceci. Ça veut juste dire qu'on a à peu près un rendement de combien? 100 divisé par 17. Ça me donne ici 5,88%. OK? Donc, quand j'achète une entreprise qui a 17 fois les bénéfices ici, si elle me reverse la totalité des bénéfices nets, j'aurai à peu près un dividende de 5,88%. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Évidemment, on ne verse pas en totalité, une entreprise ne verse pas les bénéfices nets ici en totalité. Bon, il y en a certaines, comme enfin, elles sont très rares, ces entreprises qui peuvent se permettre de le faire, c'est celles, surtout qui n'ont pas de dépenses en capital ou bien, voilà. Il y a des entreprises qui existent comme ça, comme le AB. C'est pas étonnant de l'avoir versé la totalité de ce qu'elle gagne ici en dividende à Allianz Bernstein. Bref, on revient ici. Maintenant, vu qu'on a à peu près, on connaît à peu près le PER qu'on va avoir tendance à utiliser ici. Comme je l'ai dit, ce sera entre 15 et 17 fois les bénéfices. Et encore, vous pouvez m'exagérer à 20 fois les bénéfices, vu qu'il y a une certaine croissance à attendre pour les années à venir. OK? Donc, quand on a du AutoZone ici, le marché a tendance à payer exactement aux alentours de 17 fois les bénéfices. Ce que je vais faire, je le mettrai à 17 fois les bénéfices. En prenant en considération une éventuelle croissance les années à venir. OK? Moins la dette nette, donc ça fait ici, vu que c'est un business assez prévisible, OK? On dit ici qu'on s'attend à peu près à 183 $ l'action. Et attention, l'action n'est pas chère. Le prix de l'action ne veut rien dire du tout. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. On peut avoir un prix de 2762 $ et une valeur à 10 000 $. Faites très attention. Vous pouvez acheter des fractions d'actions aujourd'hui. Donc, ce n'est pas cher. OK? Donc, je peux acheter, si j'achète 10 actions à 10 actions pour un total de 2762 $ et une action pour un total de 2762 $, c'est la même chose pour les entreprises qui ont, pour des entités qui ont les mêmes fondamentaux, les mêmes perspectives d'avenir, le même prix. Je ne perds, enfin, pas le même prix, mais la même capitalisation boursière, donc le même nombre d'actions. On aura à peu près, voilà, je dépense à peu près, c'est la même chose. Entre une action et 10 actions, c'est la même chose. OK? Donc, le nombre d'actions, le prix de l'action ici n'a vraiment pas de... Voilà, ce n'est pas un élément déterminant. C'est la valeur qui nous intéresse. D'accord? Donc, ici, il y a 17 fois les bénéfices. Et je rappelle ici que le marché a tendance sur les derniers mois ici à parfois aller aux alentours de 20 fois les bénéfices. Mais on va se situer ici au niveau de la moyenne. 17 fois les bénéfices, on s'attendra à une valorisation aux alentours de 3116 $ d'ici 2026. OK? OK? Moins la dette nette, en date d'aujourd'hui, 3116 $, moins la dette nette ici de 627 $. Donc, on prend ça, 3116 moins 627. On arrive à peu près à une valeur aux alentours de 2489 $. OK? Mais n'oubliez pas qu'au-delà de 2026, on aura certainement une croissance. OK? Et ici, en prenant en considération la dette, j'essaie d'être le plus conservateur possible. OK? Entre ce prix-ci, entre la valeur qu'on obtient ici et le prix actuel, est-ce que je peux dire que l'entreprise est surévaluée? Non. Pour moi, elle reste correctement évaluée. OK? Elle reste correctement évaluée au prix actuel en prenant en considération une légère croissance. Donc, quand on essaie de renverser l'équation ici en prenant en considération les bénéfices nets attendus par rapport au prix actuel, 763 $, on va le dire comme ça, on a un rendement sur coût aux alentours de 6,62%. Donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel, ce n'est pas si fou que ça de faire l'acquisition de cette compagnie. Car au-delà de 2026, il y aura certainement une croissance. Et n'oubliez pas, le nombre de kilomètres ici augmente, le nombre de kilomètres parcourus par véhicule ici augmente, et l'âge moyen des véhicules augmente. Et c'est un élément positif pour cette compagnie-ci. Donc, pour quelqu'un qui va se dire que oh, c'est surévalué, ça monte, il faut peut-être faire attention. OK? Ce n'est pas aussi... il faut regarder à peu près qu'est-ce qui pourrait booster la croissance à long terme. Et si on extrapole un tout petit peu, je dis bien légèrement, on s'attend à voir la croissance précédente ici des bénéfices aux alentours de 9% ici. Admettons qu'on a à peu près la même chose au moins jusqu'en 2029. Totalement possible, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas mettre 14%, je vais mettre à peu près du 9%. OK? À 17 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à un business aux alentours de 4 000 $. Si on arrive à voir quelque chose aux alentours de, disons, 14 fois les bénéfices, à 14% de rendement ici, excusez-moi, on sera à peu près, 14% en termes de croissance des bénéfices nets, on sera à peu près aux alentours de
$4 616 d'ici 2029. Donc, ce n'est peut-être pas l'opportunité du siècle, mais on pourra avoir une croissance une croissance respectable pendant plusieurs années. Donc, au prix actuel, on ne surpaye pas. Et c'est un excellent business qui mérite, qui mérite qu'on paye un tout petit peu plus en date d'aujourd'hui. Et quand je dis un tout petit peu plus, je ne suis pas en train de payer 40, 50, 70 fois les bénéfices. Pour la croissance qu'on a ici, je pense que payer aux alentours d'une vingtaine de fois ou en dessous de 20 fois les bénéfices, ce n'est pas si fou que ça. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Ce genre de vidéo, ça prend énormément de temps. Donc, je vois le maximum de likes ici. OK? Et n'oubliez pas les notes d'analyse ici. Vous y avez accès. Et voilà, je pense qu'on est déjà à 6 entreprises ici et j'en mettrai 10 uniquement. OK? Donc, c'est uniquement par rapport à la période actuelle que je mets autant d'entreprises en si peu de temps. Parce que d'habitude, je présente uniquement 2 entreprises par mois. Pour dire la vérité, on n'a pas 400 000 bonnes idées par an. Non, ça ne sert à rien. En une année, vous pouvez avoir au grand max 2 bonnes idées. Franchement. Par rapport, si vous êtes vraiment si vous avez des critères vraiment très restrictifs. OK? AutoZone pourrait être intéressante, mais je sais également qu'au prix actuel, je paie un tout petit peu plus. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de pondération dans mon portefeuille, elle ne va peut-être pas aller à 5%. Elle va peut-être mériter un 2,5 ou un 2% par là. OK? Donc, ce n'est que mon avis, comme je l'ai tout tantôt mentionné, et non un conseil d'investissement. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.